Cette vidéo vous présente les bases de la stratégie en tournoi Sit and Go au format short-handed à 6 joueurs. Cette vidéo de niveau 2-3 est destinée à des joueurs confirmés ou avancés. Si vous êtes débutant, nous vous recommandons d'abord de visionner la vidéo sur les bases de la stratégie du tournoi Sit and Go en table pleine ou full ring avant d'aborder le format short-handed à 6 joueurs. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que le format short-handed ? On appelle short-handed des tournois ou des tables en cash game, comme en tournoi d'ailleurs, qui ne comportent que 6 joueurs. Les caractéristiques de ce format short-handed font que les blindes vont passer plus souvent qu'en full ring. Et en Sit and Go, il n'y aura que 2 joueurs payés sur les 6 joueurs à la table et donc 4 joueurs perdants. Ces caractéristiques font que vous devez adapter votre style de jeu lorsque vous pratiquez le short-handed par rapport au format full ring en table pleine. Voyons ces adaptations. Première adaptation, le pay-out, c'est-à-dire la répartition des gains. Seules 2 places vont être payées, et la seconde place va gagner moins que 2 buy-in, quel que soit le montant du buy-in de ces tournois Sit and Go. L'objectif stratégique est donc de viser la première place. Considérant qu'un très bon joueur de Sit and Go short-handed fera à peu près 40% d'ITM en ne visant que la seconde place, il n'est pas possible d'être vraiment rentable. Pour pratiquer un poker rentable au format short-handed, vous devez viser la première place. Second élément essentiel du format short-handed, il n'y a que 6 joueurs à la table. Cela signifie que les blindes vont éroder votre tapis bien plus vite qu'en table pleine. En fait, 40% plus rapidement. Cela impose que vous devez jouer plus souvent, plus de mains. Si vous avez un jeu loose, vos stats doivent ressembler à peu près à ceci. 30% de VPIP et 28 à 30% de PFR. Si vous pratiquez un jeu plutôt serré, votre PFR doit être de l'ordre de 18 à 20 pour un VPIP de l'ordre de 20%. Voyons un premier coup. Nous recevons As-Valet UTG à 6 joueurs au format short-handed. As-Valet est une main forte qui permet donc une relance en premier de parole. Nous relançons donc à 100 sur des blindes 20-40, c'est-à-dire un peu plus de 2 fois. Nous sommes payés par le joueur situé au cut-off, c'est-à-dire juste avant le bouton. Puis, la petite blinde et la grosse blinde vont se coucher. Nous restons donc en tête-à-tête avec notre adversaire. Considérant que nous n'avons pas été relancés, nous pensons qu'en fait, nous avons une meilleure main que la sienne. Le flop est relativement sec, 4, 9, 3 rainbow, c'est-à-dire multicolore. Nous considérons que nous sommes probablement toujours devant et nous misons en 6 bêtes, c'est-à-dire en continuation bet, et cela nous permet de remporter ce premier pot et ce premier coup. Comme nous venons de le voir, il n'y a que 6 joueurs à la table. Cela signifie qu'en position précoce, il y aura moins de chances que notre main d'ouverture soit dominée, donc nous pouvons ouvrir notre range. En conséquence, la range de défense devra également s'élargir. On va donc pouvoir payer avec plus de mains qu'on ne le ferait en table pleine. Enfin, en position tardive, nous allons devoir relancer et surrelancer plus souvent que nous ne le faisons en table pleine pour à la fois réduire le nombre de nos adversaires et prendre de l'information sur le relanceur initial, dont on a vu qu'il pouvait ouvrir avec un éventail de mains plus large qu'en table pleine. Le format short-handed impose un jeu plus large et plus agressif. Voyons une illustration de ce fait. Nous sommes en début de tournoi, 6 joueurs à la table, nous avons As-10 en grosse blinde. Le joueur situé à notre gauche passe. Le joueur situé immédiatement à sa gauche call simplement la blinde. Le joueur suivant passe. Le bouton paye à son tour la blinde et la petite blinde complète. Nous décidons de checker. Le flop montre 4-9 dames de 3 couleurs, donc dépareillées. Nous décidons de checker prudemment de façon à voir ce que nos adversaires vont faire. Le joueur situé à notre gauche check à son tour, le bouton et la petite blinde également. Puis vient une deuxième dame. Nous allons checker une nouvelle fois pour voir ce que vont faire nos adversaires en considérant qu'il est peu probable qu'un adversaire ait une dame, sinon il aurait misé au tour précédent. Nous voyons le joueur situé à notre gauche miser à la hauteur du pot et nous pensons que vraisemblablement il n'a pas la dame. Donc il peut avoir soit le 9, soit éventuellement une paire, si toutefois il a quelque chose. Le joueur situé au bouton passe. Le joueur situé en petite blinde passe et nous décidons de payer à notre tour cette mise à hauteur du pot, de façon à probablement induire un bluff sur la dernière carte. Cette dernière carte, la river, est un 5 de carreau qui n'améliore en rien. Nous maintenons notre plan.
En pensant qu'avec notre as nous sommes probablement devant, nous checkons. Le joueur situé à notre gauche va interpréter ça comme un signe de faiblesse et va donc miser pour probablement voler le pot. Comme nous considérons qu'il s'agit probablement d'un vol et que si d'aventure il a le 9 ou le 5, on peut éventuellement le faire passer. Nous décidons de le surrelancer en représentant par exemple la dame. Simplement, nous ne pouvons pas laisser l'enchère ouverte, donc nous décidons de relancer à tapis parce qu'il est très probable que notre adversaire ne pourra pas nous suivre. Et en application du théorème du Yéti, effectivement, il passe et nous remportons un joli pot. Dans le coup suivant, nous recevons As-Dame en petite blinde. Compte tenu du petit nombre de joueurs à la table, As-Dame est une main très puissante. Donc nous sommes ici avec une très bonne main, même si nous sommes par contre dans la pire des positions, puisque nous sommes de petites blindes et nous devrons parler en premier. Dans une telle situation, nous allons devoir relancer pour tout simplement justifier la mise de continuation que nous ne manquerons pas de faire sur le flop pour annuler le désavantage de notre position. Nous relançons donc à 4 big blinds, soit 160 sur des blindes 20-40. Le joueur de grosse blinde situé à notre gauche réfléchit un moment et finalement décide de passer pour nous laisser en tête-à-tête avec le joueur situé juste avant le bouton qui avait simplement collé la blinde. Ce joueur réfléchit un moment et décide de nous suivre. Le flop annonce As 8-7 entièrement à carreau. Comme nous avons un bon As et que nous sommes très probablement devant, nous décidons de valoriser notre As en misant la moitié du pot, parce que nous n'avons pas de carreau en main, pour éviter éventuellement de voir apparaître un mauvais carreau comme quatrième carte. Notre adversaire passe et nous remportons le pot. Compte tenu des caractéristiques des tournois Sit and Go Short-Handed que nous venons de voir, nous allons déterminer 3 grandes phases pour jouer de façon optimale un tournoi Sit and Go Short-Handed à 6 joueurs. D'abord, nous allons vivre le début du tournoi, qui s'étend du niveau 1 au niveau 3 ou 4 des blindes, lorsqu'il y a 6 joueurs à la table, puis 5, puis 4. Ensuite vient la phase essentielle, la bulle, lorsqu'il reste 4 joueurs, puis 3 joueurs. Rappelons que dans un tournoi Sit and Go Short-Handed, seuls les 2 premiers joueurs sont payés. Enfin, vient la dernière partie des tournois Sit and Go Short-Handed, c'est-à-dire le tête-à-tête final, qui est également l'ITM, ou In the Money, c'est-à-dire les places payées où il ne reste que 2 joueurs à la table. Et il faudra, conformément à ce que nous avons évoqué au début de cette vidéo, viser la première place, de façon à maximiser les gains par rapport aux risques qui auront été pris dans ce tournoi. Voyons le cadre stratégique et tactique de ce début de tournoi Short-Handed Sit and Go. Vous avez reçu 2000 jetons. Il y a 12 000 jetons sur la table. Dans cette première phase d'un tournoi Sit and Go, vous devez être conservateur et observer vos adversaires. Ils vont jouer plus de mains qu'en full ring, comme vous, et donc vous allez pouvoir avoir plus d'occasions d'accumuler de l'information. Vous devez donc augmenter votre tapis, mais en sécurité. Vos objectifs tactiques pour cette phase sont clairs. Vous devez monter un tapis suffisant, mais aussi construire une bonne image pour la suite du tournoi. Vous avez comme objectif de jouer la bulle, qui est la phase suivante, dans les meilleures conditions. Pour ça, 2 stratégies s'offrent à vous. Soit une stratégie tight agressive, c'est-à-dire que vous allez jouer peu de mains, mais vous allez jouer ces mains fortement. Vous pouvez aussi adopter une stratégie opposée, qui est la stratégie loose agressive, c'est-à-dire où vous allez jouer largement, beaucoup plus de mains, et vous allez miser souvent. Ces 2 stratégies ont pour objectif de vous amener à jouer la bulle dans les meilleures conditions possibles. Illustrons ce début de tournoi avec plusieurs situations. Nous sommes ici au bouton avec Valet 10 à carreau, en short-handed. Valet 10, si le pot n'est pas ouvert, est une main tout à fait légitime pour ouvrir et pour relancer. Et puis là, en plus, nous aurons le privilège de la position. Néanmoins, nous sommes en Sit and Go, donc en début de tournoi Sit and Go, nous devons nous rappeler que les jetons perdus valent plus que les jetons gagnés, et qu'il faut donc être conservateur et monter son tapis, mais sans prendre de risques excessifs. Et donc, ce coup va illustrer ce point qui est fondamental dans la stratégie de tournoi Sit and Go. Donc nous avons un très bon flop, Dame 9-10, après notre relance, payé par la petite blinde. Nous décidons de faire une continuation bet à 190, et nous sommes encore payés par notre adversaire. Donc déjà, une première alerte se fait, puisqu'il y a évidemment un tirage sur ce tableau. Puis vient une deuxième dame. Là, nous décidons d'être prudents. Donc nous checkons. Notre adversaire check derrière nous, et enfin, la river laisse apparaître un 9, donc là, clairement, nous sommes en danger. Nous checkons, et notre adversaire mise tout son tapis.
Nous décidons de passer parce qu'à l'évidence, nous sommes derrière, probablement sur un full à la dame ou au neuf. Et quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas prendre de tels risques à ce moment-là du tournoi. Un second coup pour illustrer la prudence en début de tournoi sit and go. Nous avons As-6 à cœur, il y a 4 adversaires à la table et nous avons un tapis légèrement inférieur aux 2000 jetons de départ. Nous relançons comme il se doit, il y a un seul blindeur parce qu'un des joueurs vient juste d'être éliminé, et nous relançons contre le gros tapis de la table qui a plus de 4000 jetons. Il nous paye, le flop affiche roi de trèfle, roi de cœur, valet de trèfle, et nous n'avons rien touché. Néanmoins, puisque nous avons relancé pré-flop, nous faisons un 6-bet pour représenter As-Roi ou As-Valet par exemple, et nous sommes payés. Puis un trèfle vient, qui nous donne certes une paire de 6, mais qui ferait rentrer également une flush. Considérant que les rois et le valet sont dans la range de notre adversaire, nous checkons, il check derrière nous. Puis un deuxième 6 apparaît, ce qui nous donne un brelan avec un kicker max, puisque nous avons un As. Néanmoins, le danger précédent, par rapport à la flush, étant toujours là, nous décidons uniquement de le payer avec notre brelan. Nous gagnons le coup effectivement, car il affiche 10 et 9, il était lui-même sur un tirage. Dans cet autre coup, qui se déroule toujours en début de tournoi, nous allons voir en fait une erreur qui a été commise par l'un de nos adversaires, qui précisément s'est trop engagé par rapport à la taille de son tapis à ce moment-là du tournoi. Alors voyons le coup, qui d'ailleurs commence par un limp en position UTG payé, donc par Fanfan. Le flop affiche 6, dame 5, et on voit la petite blinde qui attaque en premier de parole, donc qui a fait une reprise de lead à 120 sur un pot de 180. Fanfan va payer cette mise. Il y a évidemment là un tirage carreau et un tirage quinte potentiel. Sur la turn, qui est un 7 de trèfle, Jacques mise à nouveau et Fanfan va faire une petite relance qui est immédiatement payée par Jacques. Mais ce faisant, Fanfan s'est beaucoup engagé en termes de tapis puisqu'il ne lui reste plus que 1280 jetons. Le 8 de trèfle qui arrive à la river fait rentrer effectivement une quinte. Jacques mise 420 sur un pot de 1140 et Fanfan, devant cette quinte assez évidente, va devoir passer. L'erreur ici, c'est qu'il s'est trop engagé par rapport à la taille de son tapis et qu'alors qu'il y a encore 6 joueurs à la table, il va se retrouver avec un niveau de jetons disponible insuffisant. Le joueur Fanfan commet ici une erreur stratégique qui est d'engager trop de jetons dans ce coup pour finalement se retrouver avec un tapis qui représente à peine plus de 50% du tapis de départ alors qu'il y a encore 6 joueurs à la table. Comme nous sommes en short-ended, les blindes vont éroder son tapis plus rapidement. En conséquence, il va se retrouver en difficulté pour jouer la bulle lorsque les blindes auront augmenté d'un niveau ou deux, parce qu'il aura perdu toute fold equity. Son tapis, devenu trop petit par rapport à ses adversaires, ne les menacera plus, et il ne pourra donc que compter sur les cartes pour espérer doubler, se maintenir dans le tournoi et éventuellement le gagner. Mais comme nous l'avons vu, le format short-ended, c'est-à-dire à 6 joueurs, quoi qu'on soit en sit and go, impose un jeu plus agressif. Alors voici une situation dans laquelle, en fait, nous allons faire une mise avec un effet de levier sur des adversaires qui ont des plus petits tapis et qui sont situés dans les blindes. Nous avons 9 et 10 en position UTG et nous relançons à 160. Les blindes sont à 30-60. Simplement, ces 160 pèsent lourd dans le tapis de nos adversaires, qui sont dans les blindes, et ce qui nous permet en fait de voler les blindes avec une main qui était une main à potentiel. L'agressivité doit être raisonnée. Dans ce second coup, la situation est tout à fait différente. Quoique nous ayons une main proche, puisque nous avons 9 et 5 suités à pique, nous sommes de grosses blindes. Personne n'est rentré dans le coup et c'est la petite blinde qui nous attaque. Dans cette situation, et bien que nous soyons en position sur la petite blinde, nous allons naturellement passer pour préserver nos jetons. Nous entrons maintenant dans la seconde partie des tournois sit and go short-ended, qui est donc la bulle. Cette phase arrive lorsqu'il ne reste plus que 4 joueurs, puis 3 joueurs. Il y a 2 joueurs payés uniquement dans un sit and go short-ended et seule la première place est enviable. C'est la bulle, bien qu'il reste 4 joueurs. Parce que le facteur bulle va jouer, c'est-à-dire la crainte de sortir et la nécessité de construire le tapis le plus important possible pour affronter le heads-up final. La stratégie nous recommande d'agresser les plus petits tapis que nous et les joueurs que l'on aura repérés comme étant faibles, et évidemment de ne pas nous confronter aux gros tapis sans avoir une très forte main. À la bulle d'un tournoi sit and go short-ended, vous avez un objectif clair. Vous devez arriver au tête-à-tête final. C'est-à-dire lorsqu'il ne restera plus que 2 joueurs avec au minimum 50% des jetons, voire en situation de domination,
de façon à avoir les meilleures chances de remporter le tournoi et d'atteindre la première place, ce qui est votre objectif fondamental. À cette phase-là, vous allez choisir vos adversaires pour ne pas donner d'armes, c'est-à-dire de jetons aux joueurs les plus dangereux, et vous allez surveiller le chip leader si vous n'êtes pas vous-même en situation de domination pour ne pas lui laisser prendre trop d'avance sur vous. Vous devez encore une fois viser 50% des jetons lorsqu'il restera 2 joueurs à la table. Ce qui va caractériser la bulle d'un tournoi sit and go short-handed, c'est l'agressivité. Il n'y a plus que 4 joueurs à la table, nous avons une paire de 10 qui est une main très forte. Nous décidons donc de relancer à 3 big blinds. Le joueur au bouton passe, le joueur en petite blinde passe, et le joueur situé en grosse blinde, Raptor, va nous payer avec un tapis de 3780, c'est-à-dire le double de notre propre tapis. Le flop affiche 6-8-9 avec 2 trèfles, ce qui est très positif pour nous. Nous décidons de faire un faux continuation bet, comme si nous avions eu As-Roi par exemple, et donc nous mettons juste la moitié du pot. Raptor nous surrelance comme nous le souhaitions, et nous surrelançons nous-mêmes à tapis, convaincus d'être devant, et que cette relance n'était qu'un effet de l'agressivité de Raptor, qui effectivement va passer devant cette mise. Un autre élément très important à la bulle d'un tournoi sit and go short-handed, c'est la défense des blindes. Voici une illustration. Ici, Brad RCP au bouton, avec 4400 jetons, peut ouvrir pour voler notre blinde avec un range de main extrêmement large. La petite blinde va se coucher, mais avec notre As-10, nous sommes dans le haut de sa range d'ouverture. Nous décidons donc de surrelancer en espérant soit être payé et en étant probablement devant, ou même tout simplement lui voler sa relance, ce qu'on appelle un re-steal, et augmenter ainsi notre tapis de pratiquement 25%. Devant cette relance à tapis, Brad RCP va réfléchir et finalement passer. Mais la défense de blinde ne doit pas se faire dans n'importe quelle situation. Voyons ici un autre coup où nous sommes situés de petites blindes avec Roi 6 off-suited et on voit le bouton relancer à son tour. Ici, nous devons passer parce qu'il y a encore un joueur à parler derrière nous d'une part et d'autre part, nous sommes en petite blinde qui est la pire des positions et enfin parce que Roi 6 n'est pas une main suffisamment forte pour relancer à tapis. Un autre effet de l'agressivité à la bulle d'un sit and go short-handed, c'est l'élargissement des ranges de défense et de contre-attaque. Nous sommes ici avec As-Dame de trèfle, en grosse blinde, et le joueur en petite blinde nous surrelance à 900. Nous avons une main suffisante pour le surrelancer à tapis immédiatement à 2330. Il nous paye très rapidement avec As-Valet, et le flop, en nous offrant 2 rois et une dame, nous permet de remporter un pot de 4660. Ce qui caractérise le format short-handed, comme nous l'avons dit, c'est l'ouverture des ranges et l'évolution de la valeur des mains. Nous sommes ici au bouton avec une paire de 10, mais il n'y a que 4 joueurs à la table. Nous avons donc une main très forte, nous décidons de surrelancer Raptor à 1000, alors qu'il a lui-même relancé à 3 big blinds, de façon à l'amener à pousser tout son tapis, parce que nous pensons être devant. Il va se coucher, nous montrant d'ailleurs qu'il n'avait pas une main forte, qui n'était pas nécessaire ici pour jouer comme il l'a fait. Il ne reste plus que 3 joueurs et nous sommes ici de petites blindes avec une paire de 5, une paire en main et une main très forte avec seulement 3 joueurs. En conséquence, nous sommes tout à fait fondés à relancer cette main sur la grosse blinde. Donc, nous relançons à 555 et la petite blinde passe. L'agressivité est un élément clé, comme nous l'avons dit, pour jouer la bulle. Ici, nous avons un gros tapis et nous décidons donc d'attaquer les blindes comme nous devons le faire compte tenu de notre position. Nous sommes au bouton, nous envoyons 555 et la petite blinde passe, mais le joueur Till John nous paye. Le flop affiche 6-2-10, nous allons continuer notre agression sur ce petit tapis en misant la moitié du pot, soit 605, uniquement avec la 3e paire de flops. Le 2, c'est donc un semi-bluff. Cette mise faible pour nous représente une part significative du tapis de notre adversaire, qui ne peut donc pas payer sans une très bonne main et qui va donc passer. Il faut aussi savoir modérer son agressivité lorsque les joueurs réagissent. Nous sommes ici au bouton avec 7 et 6 de carreau, nous avons le plus gros tapis de la table, donc nous continuerons notre stratégie d'agression des petits tapis. Nous volons les blindes à Tilt John, qui cette fois-ci se défend en envoyant son tapis pour 2485. Évidemment, nous ne pouvons pas payer cette mise et nous nous couchons. Voici maintenant la fin d'un tournoi sit and go short-handed, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste plus que 2 joueurs. Première conséquence, vous êtes payé, c'est-à-dire que vous avez atteint le stade ITM, in the money, et vous allez donc gagner de l'argent. Mais votre objectif est de remporter ce tournoi,
et ne pas simplement vous contenter de la seconde place, parce que sur le long terme, pour être profitable dans le format 6 joueurs, il faut absolument viser la première place. Ceci a pour conséquence que vous devez prendre l'ascendant dans ce heads-up, dans ce tête-à-tête, sur votre adversaire. Deux situations sont à envisager. Si vous êtes short stack, c'est-à-dire si vous avez un tapis qui est inférieur à celui de votre adversaire, vous êtes en situation défavorable. Vous allez donc devoir être agressif et vous allez devoir attaquer notamment depuis la position de la petite blinde pour doubler, sinon les blindes vous tueront. Inversement, si vous êtes chip leader, vous devez maintenir la pression sur votre adversaire et surtout ne pas lui redonner de jetons parce que tous les jetons que vous lui donnerez sont des armes qu'il pourra utiliser contre vous. Vous allez donc d'abord être à l'initiative et vous ne paierez que lorsque vous aurez une main largement suffisante pour le faire. Avoir beaucoup de jetons est un avantage certain en heads-up. Ici, notre adversaire call simplement la petite blinde. Nous décidons de checker avec Dame 4 non assortie, qui est une main tout à fait marginale. Un flop apparaît. Nous checkons pour voir la réaction de notre adversaire qui met uniquement la moitié du pot. Ce faisant, il ne montre pas une force extraordinaire et nous décidons de mettre en œuvre la puissance de nos jetons en le surrelançant. Nous surrelançons donc à 899 comme si nous avions touché l'As ou le 8. Un As de pique arrive à la turn, nous décidons donc de poursuivre notre agression et de continuer à miser comme si effectivement nous avions touché et comme si en plus nous nous méfions du tirage à pique. Et notre adversaire passe. Dans ce coup, nous avons à la fois un énorme avantage en jetons avec plus de 9000 jetons contre 2300 et nous avons une paire de valets en grosse blinde, les blindes étant 100-200. Notre adversaire surrelance à 555. Avec notre paire de valets en tête-à-tête, qui est une main extrêmement forte, nous surrelançons un tapis. Il nous paye instantanément avec une paire de dames, parce qu'il avait lui-même une main très forte, et de plus, il touche une dame sur le flop, ce qui lui permet de remporter le coup. Dans ce heads-up final, posséder un as en main est une main très forte. Nous décidons d'agresser notre adversaire en relançant un tapis avec une main tout à fait légitime. Dans la main suivante, avec un roi, nous avons toujours une main très forte et nous continuons notre agression toujours en relançant un tapis en espérant un mauvais call de la part de notre adversaire. Quand vous êtes petit tapis, l'agressivité est absolument essentielle. Ici, nous allons relancer une première fois un tapis avec une paire de 10 qui est tout à fait légitime. Notre adversaire va jeter ses cartes. Lors de la main suivante, nous allons recevoir une deuxième très belle main avec une paire de valets, mais qui va nous valoir un walk, c'est-à-dire que notre adversaire va nous laisser la blinde. Puis vient une troisième très belle main que nous allons également relancer à tapis. Mais comme ça fait 3 fois que nous relançons à tapis, successivement, notre adversaire, avec un très gros tapis d'ailleurs, va nous payer avec une main tout à fait contestable. Il va quand même remporter le coup avec une double paire, mais c'est anecdotique. Le point ici, c'est qu'avoir beaucoup de jetons permet de faire des calls, y compris avec des mains marginales, et de tenter d'éliminer votre adversaire sans pour autant prendre de risques par rapport à la situation de domination qu'il occupe à ce moment-là. Ce dernier coup vient illustrer l'importance d'avoir l'avantage en jetons. Nous relançons depuis le bouton avec 9 et 10 pour un montant très supérieur au tapis de notre adversaire, qui ne peut rien faire d'autre d'ailleurs que nous payer avec 7 et 6, ce qui nous permet à la fois de remporter et le coup et le tournoi. Pour conclure, voyons les éléments fondamentaux de la stratégie optimale en tournoi sit and go short-handed. Dans les premiers niveaux, vous êtes dans un tournoi sit and go, donc les jetons perdus valent plus que les jetons gagnés. Vous devez donc monter des jetons, augmenter votre tapis, mais en gérant les risques. À la bulle, vous allez exploiter l'effet bulle, c'est-à-dire que vous allez agresser vos adversaires, et notamment les plus petits tapis que vous. Vous avez comme objectif fondamental d'aborder le heads-up final avec au minimum le même nombre de jetons que votre adversaire, ce qui signifie que vous allez devoir surveiller le chip leader de votre tournoi en permanence pour ne pas lui laisser prendre trop d'avance. Enfin, si vous avez pris la tête du tournoi avant la bulle ou au moment du heads-up final, vous allez devoir mettre la pression sur votre adversaire en relançant et en surrelançant de façon à utiliser la force de vos jetons et votre avantage relatif. Si au contraire vous êtes un petit tapis, alors vous allez devoir être agressif, toujours plus agressif, de façon à voler les blindes et à remonter progressivement votre tapis, voire à doubler sur une rencontre favorable. De façon générale, vous allez donc devoir adapter votre style de jeu par rapport au format full ring lorsque vous allez passer dans le format short-handed. Dans ce format-là, vous allez devoir ouvrir avec plus de mains et ce, dans toutes les positions.
Puisque les joueurs jouent plus de mains, il vous faudra également sur-relancer avec plus de mains, donc élargir votre range de tribet. Vous allez devoir également être plus agressif dans les enchères, précisément parce que les joueurs jouent plus de mains et que vous avez donc besoin, par les enchères, de recueillir de l'information sur ce que font vos adversaires. Ce qui signifie que vous allez être plus engagé stratégiquement parce que vous allez engager plus de jetons dans les coups. On peut dire que le jeu short-handed nécessite de bonnes compétences sur le jeu post-flop et sur la lecture des situations. C'est donc un format qui doit être abordé après que l'on maîtrise convenablement l'ensemble des concepts de base liés au format full ring à 10 joueurs.